Bonjour à tous. Good morning, everyone. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts pour la deuxième journée de ce congrès qui a bien commencé mercredi soir, qui a été très riche hier aussi et qui aujourd'hui, je suis sûr, va encore être très intéressant. Nous avons une très belle brochette d'orateurs aujourd'hui. Nous allons aussi continuer la poursuite du travail en atelier aussi, donc il y aura beaucoup de choses. J'espère que vous êtes bien réveillés. We will start this morning by hearing someone who is extraordinary, like all the people we invited here, Martin Kaur, who is from Malaysia. And I speak English because he doesn't speak French. Et je vous parle anglais car il ne parle pas un traître mot de français et il n'a pas son casque de traduction. Donc Martin Kaur vient de Malaisie, il est économiste, il est également journaliste. C'est quelqu'un de particulièrement engagé dans la défense du Sud, dans le cadre des négociations internationales portant sur l'environnement et le développement durable, entre autres choses. Et il s'est rendu compte que travailler en Malaisie, en Asie du Sud-Est, certes, était très important, mais que les pays du Sud, les pays en développement, partagent un certain nombre de problèmes qui trouvent leurs racines ailleurs. C'est la raison pour laquelle il a décidé de s'installer à Genève. Et donc il n'a pas pris l'avion depuis la Malaisie pour nous rejoindre, non, il nous vient en droite ligne de Genève. Merci beaucoup, Martine. Et une autre raison, et je vais le dire en français, pour m'assurer que tous les francophones comprennent ce que je vais dire. La dernière raison pour laquelle Martin Kaur est quelqu'un d'extraordinaire, c'est que c'est dans toutes les personnes que je connais au monde, je connais beaucoup de monde dans le monde, c'est la personne qui peut parler sans PowerPoint, ça c'est pas si extraordinaire que ça, mais avec la voix la plus douce, des choses les plus radicales. Et donc, je vous encourage très vivement, même si vous ne connaissez pas très bien l'anglais, à l'écouter dans la langue d'origine, qui sera l'anglais, si possible, plutôt que d'écouter la traduction, même si je sais, on me l'a dit hier, et je les remercie au passage, que les interprètes sont excellents, mais ils ne pourront pas reproduire la voix douce de Martin, qui parle de choses radicales. Martin, you have the floor. So Martin will speak for a little less than half an hour, so that there is time for interaction, so prepare your questions. Et donc préparez vos questions que vous pourrez poser aussi bien en français qu'en anglais. C'est la raison pour laquelle Martine vient ici avec son casque de traduction. Martine, c'est à toi. Thank you, Pascal. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Merci et désolé, je vous présente mes plus plates excuses pour le fait de ne pas avoir de PowerPoint, parce que vous savez, si j'avais un PowerPoint, il me faudrait au bas mot 10 minutes avant de pouvoir faire fonctionner le PowerPoint. Mais j'ai un discours, j'ai mis des copies ici en bas sur la scène, mais je ne vais pas vous lire ce texte qui porte sur le changement climatique et la manière dont on peut résoudre le changement climatique. Un sujet rasoir. Je sais que vous en avez parlé pendant au moins 10 ans au bas mot et je croise les doigts, j'espère que Jean-Pascal nous permettra et nous guidera dans les discussions au cours des 10 années à venir. Si je croise les doigts et je touche du bois, il est élu à la tête du GIEC. J'ai d'ailleurs été amené à travailler
travaillé sur le côté scientifique du GIEC, mais la plupart de mes énergies portant sur le changement climatique ont consisté à essayer de dégager le meilleur accord possible. Bon, cette année c'est Paris, mais bon, ce n'est qu'un accord. Il y a eu d'autres accords. Il y a eu un accord à Bali en 2007. On s'était dit à l'époque que cet accord n'était pas suffisamment bon, mais bon, c'était quand même quelque chose. Mais le problème, c'est que cet accord n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en œuvre. Et il y avait vraiment beaucoup trop d'équité, même si c'est ce que les pays du Sud et les pays en développement demandaient. Et donc le problème, c'est que les pays développés l'ont rejeté et maintenant nous revoilà à nous lancer dans la bataille à l'aube de cette conférence de Paris. Et donc voilà, récapituler en quelques phrases l'histoire du changement climatique, mais je vais creuser plus en profondeur. Vu que cette réunion est consacrée au développement durable et à la transition vers le développement durable, j'aimerais tout d'abord vous expliquer d'où vient ce terme. Ce n'est pas un terme nouveau, c'est un terme qui a été popularisé à l'occasion du sommet de Rio en 1982. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il s'est tenu à cette époque un sommet auquel nous avons participé. Alors, l'origine de ce terme, c'est que dans les années 70 et dans les années 80, un mouvement environnemental a décollé sur le terrain au niveau des communautés locales, en ce compris dans les pays en développement. J'ai d'ailleurs participé à ce mouvement et nous avons pu nous rendre compte des problèmes et de l'impact que les problèmes écologiques ont à avoir sur la population, avec la population des fleuves, le fait que les communautés ne disposaient plus de poissons, avec la pollution des nappes phréatiques, la pollution des rivières, les communautés autochtones qui perdent leurs terres. Et même dans les zones urbaines, cela s'est traduit par la pollution atmosphérique, la pollution alimentaire, des bébés affectés à cause notamment de lait pour bébés contaminé qu'ils n'auraient jamais dû ingérer, mais les mères étaient persuadées que la meilleure des choses qu'elles pouvaient faire pour le bien de leur bébé, c'est d'acheter du lait qui coûtait une fortune en se disant ça coûte cher, ça doit être bon, ça doit être meilleur que le lait maternel. Et tout cela, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à la publicité, à la promotion, aux campagnes de promotion lancées par les grandes multinationales et nous savons ô combien cela a eu un impact sur les pays en développement. Et donc voilà, nous avons eu cette crise majeure qui s'est développée dans les années 60, 70, 80. Le mouvement environnemental est parvenu à attirer l'attention du gouvernement à l'Ouest qui s'est rendu compte qu'il est important de prendre le taureau par les cornes. Et cela a débouché sur la conférence. Mais cette conférence n'a pas uniquement porté sur l'environnement. C'était sur l'environnement et le développement parce que les pays en développement insistaient que s'il fallait absolument trouver une solution à la crise, il ne fallait pas que cela passe par des règles mondiales qui allaient forcer les pays en développement à prendre des actions alors que les pays développés sur base de la destruction environnementale pouvaient continuer avec leur style de vie particulièrement nocif. Et donc, ils ont injecté ce terme développement, conférence portant sur l'environnement. Mais les solutions à ce problème sont à trouver dans le développement. Si les pauvres peuvent sortir de la pauvreté et peuvent vivre dans des environnements propres, eh bien, cela nous permettra de vivre dans un monde plus équitable, ce qui nous permettra de dégager une solution à la problématique environnementale. N'oubliez pas, l'environnement, ne victimisez pas les pauvres, comme nous l'avons vu. Certains pays, tels que les États-Unis, ils ont abattu tellement de leurs arbres qu'ils ont très peu de forêts qui restent. Il ne reste que 7% de surface boisée. Et une fois que vous avez abattu vos arbres et que vous avez consommé l'énergie, vous dites aux pays en développement, désolé, nous interdisons l'abattage des arbres à Bornéo dans l'Amazone. Et je suis tout à fait d'accord, dans la mesure du possible, il ne faut pas abattre d'arbres. Mais ceux qui ont abattu tous leurs arbres ne sont pas en mesure de dire aux autres de ne pas abattre leurs arbres, sauf si, premièrement, ils s'excusent d'avoir abattu leurs arbres, reconnaissent que c'était une erreur, qu'ils disent aux autres, nous ne voulons pas que vous répétiez la même erreur, mais je vais vous aider. Parce que si vous n'abattez pas vos arbres, vous allez souffrir d'une perte de
revenus. Et donc, je vais transférer les revenus issus de l'abattage de mes arbres et de la pollution du monde pour que vous n'ayez pas à abattre vos arbres. Je vais changer mon modèle économique qui est erroné, je l'admets. Je vais changer mon modèle de consommation également. Et je vais également réserver des fonds, parce que notre société est suffisamment riche, afin de vous aider à vous engouffrer dans la voie du développement durable. Et je veux vous convaincre que cette voie ne doit pas se faire au détriment de la réduction de la pauvreté, ni même au détriment de la rencontre d'un certain nombre de véritables besoins de la société. Et c'est une équation nord-sud dont on avait besoin. Et le sommet a débouché sur ces principes dont je viens de vous parler. Ça a été un acquis de ce sommet. Il y a l'environnement, il faut le protéger, mais il nous faut également veiller à ce que le développement économique du bon type puisse survenir et qu'il ne soit pas arrêté ou encombré par des règles environnementales. Simultanément, le développement économique est là pour satisfaire des besoins sociaux, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'approvisionnement en eau, et il y a le troisième pilier que constitue le développement social. Avec ces trois piliers, eh bien, nous avons le concept de développement durable, plutôt que le concept unidimensionnel qui consiste à protéger l'environnement. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi que c'est un concept brillant. Ce sont les trois piliers sur lesquels repose le développement durable. Mais comment y parvenir au niveau planétaire, au niveau national? C'est là véritablement une énigme, un véritable puzzle. C'est la raison pour laquelle nous avons toute cette série de réunions, dont celle-ci que vous avez organisée et qui compte parmi les plus importantes. Et donc, quand on se penche sur les principes, on y retrouve le principe environnemental, notamment de la précaution. Même si vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il s'agisse d'une menace environnementale, il est important que vous preniez des mesures immédiatement. C'est là ce qu'on entend par le principe de précaution, qui repose sur le besoin de protéger l'environnement. Et puis, il y a le principe du développement, qui est le droit au développement. Quiconque, peu importe le pays dans lequel il ou elle se trouve, a le droit au développement économique et social, même si nous protégeons l'environnement. Il est important de concilier les deux en reconnaissant que les pays développés ont été les principaux responsables de la pollution et de l'utilisation des ressources naturelles. Évidemment, l'idée n'est pas de pointer du doigt qui est le coupable, mais lorsque l'on détruit l'environnement, on ne se rend pas compte que détruire l'environnement, c'est une mauvaise chose. Maintenant, on s'en rend compte. Bon, c'est un fait. Et ceux qui ont pu récolter les fruits de ces dégâts environnementaux et de l'utilisation des ressources naturelles, et ceux qui détiennent le pouvoir économique et la technologie, sont dans l'obligation d'assurer le transfert des finances et de la technologie afin qu'en bénéficient les pays les plus pauvres, afin qu'ils puissent se développer, sur d'autres bases, sur la base de la croissance économique harmonieuse et respectueuse de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on entend par une telle croissance? Une croissance qui peut se traduire par une augmentation de la croissance à hauteur de 6 à 8%. C'est l'innovation. Et nous nous tournons vers les pays développés pour élaborer un nouveau modèle qui est utile, mais qui est également sain du point de vue de la justice sociale. Et c'est là que se trouvent les solutions. Mais nous n'avons pas encore trouvé de pays développés qui ont réussi à faire œuvre de pionniers et à continuer à se développer sans que cela ne nuise à l'environnement. Les pays en développement cherchent toujours cette combinaison et cherchent savoir à mettre cela en œuvre. Je sais que les ateliers qui s'inscrivent dans le cadre de ces IMER s'adressent à cette thématique. Comment accélérer la transition? Nous sommes en phase de transition. Même si nous engrangeons des progrès au niveau démonstratif, au niveau notamment des projets, il faut encore assurer une montée en puissance au niveau des pays, au niveau des grands pays. Moi, mon pays compte une population de 21 000 et donc il est important de pouvoir montrer que si vous avez
avez une population de 200 millions, de 2,3 milliards de personnes, eh bien, ça sera évidemment quelque chose de beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc, le fossé entre l'environnement et l'économie, et le nord et le sud, et le local et le planétaire doit être comblé par le principe de l'équité. Il est important d'opérationnaliser le principe de cette équité. Sans opérationnalisation de ce principe d'équité, les choses seront particulièrement difficiles. Difficile de faire en sorte que sur la scène tant nationale qu'internationale, on puisse assurer la mise en œuvre du développement durable. Il est important de défendre cet esprit de justice et d'équité. Et il est important également de nous assurer de moyens pratiques nous permettant la mise en œuvre de ces 3 piliers. Cela nous permettra d'opérationnaliser ce principe. Et cela transpire tout particulièrement dans le domaine du changement climatique, qui est probablement la menace environnementale la plus lourde et la plus sérieuse. Alors, l'équité est inscrite dans la Convention des Nations Unies. C'est une convention favorable à l'environnement, favorable à l'équité, favorable aux pays en développement. Par exemple, dans son préambule, on y reconnaît que les pays développés sont responsables et doivent prendre l'initiative de changer les modèles et doivent venir en aide aux pays en développement. On y retrouve ensuite toute une série de principes, l'article 4 notamment, le 4.2, le 4.3, le 4.7, qui nous disent que les pays développés doivent financer les coûts que doivent supporter les pays en développement en matière d'atténuation. Les pays développés sont dans l'obligation d'aider les pays en développement à prendre en charge les coûts d'adaptation. L'article 4.7 dit que même si tous les pays sont dans l'obligation de prendre des mesures, on reconnaît que les actions prises par les pays en développement se feront sur base des finances et des moyens technologiques qui seront mis à disposition par les pays développés. La mesure dans laquelle les pays en développement pourront agir dépendront de l'aide qu'ils recevront des pays développés. Pays développés qui seront dans l'obligation et qui sont dans l'obligation de venir en aide aux pays en développement. Ça, c'est ce qui est inscrit dans l'accord. Mais le problème, c'est que cet accord n'a débouché sur aucune mise en œuvre. Il y a très peu de financement qui a pris la route des pays en développement par rapport à l'ampleur des financements dont ces pays ont besoin. Et il n'y a quasiment aucune technologie qui a fait l'objet d'un transfert. Au jour d'aujourd'hui, dans le cadre des négociations, les pays reconnaissent, certes, la technologie est importante. Ces technologies, ce sont nos entreprises qui en profitent et nous ne sommes pas prêts à renoncer aux droits de propriété intellectuelle ni aux brevets. Et donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec ma société et à vous porter acquéreur. Ça, ce n'est pas le transfert de la technologie. Le transfert de la technologie, c'est un transfert de compétences, de connaissances, afin que le pays puisse émuler cette technologie à un moindre coût, du moins on l'espère, afin que ce pays puisse également, en phase ultime, concevoir sa propre technologie et adapter cette technologie aux conditions locales. Ça, c'est le transfert de la technologie. Le transfert de la technologie ne consiste pas à importer et à acheter des équipements. Ça, c'est de l'importation et c'est de l'achat d'équipements. Ce n'est pas du transfert de technologie. Et donc, voilà, nous sommes face à ce problème de mise en œuvre. Si vous voulez que les pays en développement puissent assurer la transition vers le développement durable, il faut absolument qu'on leur vienne en aide et qu'on leur offre les meilleures technologies disponibles, les meilleures connaissances, le meilleur niveau de formation et non pas un renforcement de capacités qui ne convient pas. Le renforcement des capacités, c'est quelque chose de miraculeux si les choses sont bien faites, mais si les choses ne sont pas bien faites et si on ne renforce pas bien les capacités de ces populations, eh bien, autant de pas donner de financement pour une assistance technique débouchant sur un renforcement des capacités. Le contenu est d'une toute première importance. Je ne sais pas si vous avez une famille, je ne sais pas si vous venez d'une famille pauvre, mais si vous êtes pauvre, si vous vivez à la campagne, dans une région rurale, votre priorité des priorités, c'est veiller à ce que vos bébés, vos enfants aient de l'eau et accès à de l'eau propre, puissent aller à l'école. Il est important que votre maison ait un toit. Il est important également que la pluie ne
ne perce pas ce toit. Si nous disons à ce ménage, il faut que vous contribuez. Il faut que vous contribuez à la lutte contre le réchauffement planétaire, raison pour laquelle il faut vous débarrasser de votre poêle qui fonctionne au charbon et qui est source de pollution. Et vos vaches, eh bien, elles émettent du méthane, donc s'il vous plaît, faites-nous le plaisir de vous débarrasser de vos vaches, ou alors permettez-nous de modifier génétiquement vos vaches pour que les vaches ne dégagent plus de méthane. Bon, la famille va dire, désolé, je suis d'accord avec vous, j'aimerais changer de poêle, mais je n'ai pas d'argent. Moi, ma priorité, c'est de donner à manger, de nourrir mes enfants. Et donc, si nous voulons véritablement faire en sorte que ces familles pauvres aident, il faut que l'on aide ces familles pauvres en leur donnant un poêle qui soit meilleur pour la famille, pour l'environnement. Il est important qu'on les aide à résoudre le problème agricole, notamment aider à la transition vers une agriculture biologique. Et donc, il est important pour les pays développés d'aller se rendre sur place dans les pays en développement et dire que le problème, c'est le problème de l'atténuation. Il est important que vous vous appropriez ces mesures, mais il est important de prendre compte des besoins d'adaptation. Et vraiment, il faut faire en sorte que cela ne soit pas inéquitable. Il faut absolument que les besoins soient liés à le développement durable, à savoir assurer d'une alimentation, de l'eau propre, un abri, des soins de santé, l'enseignement, l'instruction. Pour cela, ils ont besoin de revenus gouvernementaux qui sont stimulés par la croissance économique. Et au-dessus de tout cela, ils doivent s'occuper de la protection environnementale, en ce compris les mesures d'atténuation. Et nous savons que par atténuation, nous attendons un système de transport en commun qui ne pollue pas, des bâtiments qui doivent être conçus de telle manière qu'ils ne polluent pas non plus. Il faut des énergies renouvelables, il faut changer, transformer le système industriel, il faut un système agricole qui soit non polluant. Mais assurer la transition vers ces mesures va passer par un ensemble de politiques qui constituent une véritable révolution industrielle, agricole et technologique. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Et en plus, ça coûte un bras. Bon, ça coûte plus cher d'utiliser les énergies renouvelables que d'utiliser le pétrole et le charbon. Et donc, qui va payer la facture de ces frais supplémentaires? Il faut que l'on résolve le problème au niveau de l'entreprise, au niveau de l'exploitation agricole, au niveau du pays, au niveau du gouvernement. Sinon, nous n'arriverons jamais à persuader ces pays en développement d'opter pour l'atténuation. Surtout qu'ils sont face à des objectifs beaucoup plus sur le court terme. L'adaptation notamment. Veiller à ce que les régions urbaines disposent de voiries, que lorsqu'il pleut, eh bien, il n'y ait pas d'inondation. Et le problème, c'est la saison des pluies et notamment les cyclones, les tempêtes et des précipitations qui sont accrues, qui sont un véritable fléau dans ces pays. Et tout cela a été accentué par le réchauffement climatique. Vous connaissez les signes, les océans, l'évaporation, l'élévation du niveau de la mer, les problèmes dans l'atmosphère également. C'est là le plus gros problème que rencontrent la plupart des pays en développement. Et donc, comment se préparer pour la prochaine catastrophe? Comment mettre en place les bons systèmes d'évacuation? Que faire lorsque frappent les tempêtes au Pakistan? Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant 3 ans, leurs exploitations ont été détruites. 20% des exploitations agricoles ont été détruites à cause des précipitations. Ça a été le cas en Amérique centrale, en Asie du Sud, en Asie de l'Est, dans le reste de l'Amérique latine, en Afrique également. Nous avons le problème inverse qui est celui de la sécheresse. Comment se préparer à la prochaine catastrophe naturelle? Et quand celle-ci frappera, comment faire face? Étant donné l'éventail d'activités nécessaires pour le changement climatique, voilà le dilemme dans lequel se trouvent les pays. Ils ont des ressources limitées, dégagées par le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement, et les gouvernements sont mis sous pression pour faire en sorte de réhabiliter les communautés locales qui ont été frappées de plein fouet par les ouragans, les tempêtes, la sécheresse. Et s'il reste de l'argent pour les problèmes futurs,
mesures telles que l'érection d'une digue, on leur dit en plus de cela, optez pour des mesures d'atténuation, changez la manière dont vous concevez les bâtiments, et puis pourquoi ne pas changer votre parc automobile et opter pour des véhicules hybrides. Bon, certes, vous vous chauffez au pétrole, au charbon, ça ne coûte pas cher, mais optez pour les énergies renouvelables parce que c'est meilleur pour le monde. Ils vont vous dire, oui, oui, certes, ça figure sur notre liste, mais est-ce qu'on peut tout d'abord résoudre les problèmes de l'inondation précédente, et ensuite, une fois que j'aurai épuisé tous les problèmes qui se présentent à moi dans le court terme, je pourrais peut-être envisager cela. Mais dans la plupart du temps, on met des pressions sur les pays en développement. On veut que l'atténuation soit la seule et unique de leurs priorités. Je ne sais pas si vous suivez les négociations, mais c'est la politique. C'est une politique qui est poursuivie. Vous savez qu'en décembre se tiendra la conférence de Paris, et donc on insiste auprès des pays en développement. Qu'allez-vous faire en guise d'atténuation? Les pays disent oui, 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 nous sommes prêts à le faire, évidemment. Nous voulons savoir ce que vous avez mis en place en matière d'atténuation. Certains chiffres dans les pays développés tels que le Canada et les États-Unis sont assez bas. Bon, les niveaux ne sont pas aussi bas en Europe, mais bon, vraiment, ce n'est pas beaucoup plus élevé, c'est beaucoup moins élevé que ce qu'ils pourraient faire. Et ensuite, on demande aux pays en développement également d'apporter leur pierre à l'édifice et d'opter pour des mesures d'atténuation. Mais eux, ils insistent également sur l'adaptation et la compensation des dommages. Et ils disent que l'atténuation, c'est un seul des éléments. Et donc, quand vous envisagez ma contribution, tenez compte de tout l'éventail, car c'est là l'un des problèmes pratiques dont je souffre dans mon pays. Et ne me demandez pas de faire quelque chose en matière d'atténuation pour qu'on ait finalement un accord qui soit unidimensionnel et qui porte exclusivement sur l'atténuation. Voilà le genre de débat auquel on assiste pour le moment. Mais le problème auquel on est tous confrontés, c'est le problème du budget. Le budget, c'est ce que le GIEC nous a dit. Nous n'avons que 1000 gigatonnes qui nous restent dans l'atmosphère pour que l'atmosphère puisse continuer à absorber si nous voulons atteindre cet objectif de 2 degrés. Et nous polluons, nous émettons au taux de 50 gigatonnes de CO2 par année. Et donc, si vous faites le calcul, en moins de 30 ans, eh bien, l'atmosphère, l'espace atmosphérique aura disparu si les chiffres du GIEC sont corrects. Et donc, c'est véritablement la crise qui se profile à l'horizon. C'est le problème du budget carbone. Ensuite, nous avons le budget carbone national. Au niveau national, si la taille de votre population correspond à 20% de la population mondiale, vous devriez pouvoir émettre 20% des émissions qui sont permises par le budget mondial. Si la taille de votre population est de 1%, eh bien vous n'émettrez que 1%. En appliquant ce principe, pas mal de scientifiques se sont penchés sur les émissions historiques de chaque pays. On peut dégager que les pays ayant 20% de la population mondiale sont responsables de 70 à 80% des émissions cumulatives qui sont présentes dans l'atmosphère. On peut parler de surutilisation, on peut parler de dette carbone dans le chef des pays. Et la plupart des pays en développement, eux, sont en situation de crédit, dans la mesure où ils ont émis nettement moins d'émissions par rapport à leur population. C'est facile de voir qui se trouve en situation de crédit ou en situation de dette. En utilisant le principe d'équité, ceux qui sont en situation déficitaire, qui ont surutilisé ce droit à l'émission, sont prêts à payer pour aider ceux qui sont en situation de sous-utilisation, pour ce que ceux qui ont sous-utilisé n'utilisent pas le droit qui leur revient, parce que nous ne voulons pas qu'ils utilisent ce droit qui leur revient, parce que sinon la planète ne sera jamais en mesure d'absorber. Nous voulons qu'ils assurent leur transition vers
vers un autre type de développement. Pour cela, on a besoin de coûts, on a besoin d'argent, on a besoin de technologie. Voilà le principe sous-jacent. Est-ce que oui ou non, nous allons assister à la transition vers le développement durable dans les pays en développement? La bataille est celle qui consiste à savoir où se trouve l'argent, où se trouve la technologie. Essayons de lister toutes les technologies qui existent dans tous les secteurs dont on a besoin pour l'atténuation, mais on en a besoin également pour l'adaptation. Et est-ce que nous serons en mesure d'assurer le transfert de cette technologie sans nécessairement essayer de dégager le profit maximum pour nos entreprises? Est-ce que nous avons les besoins dont on a besoin? Les 100 milliards qui ont été promis à Copenhague d'ici à 2020, nous ne disposons d'aucune feuille de route. 10 milliards de financements ont été dégagés, 10 milliards par an pendant 3 ans. On doit arriver à 100 milliards d'ici à 2020. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune feuille de route, il n'y a aucun engagement. Il y a un fonds vert pour le climat, il y a des engagements qui ont été promis, mais souvent, ces promesses ne sont pas tenues. Et cela se résume à 2,5 milliards par an. Nous avons besoin de beaucoup plus. Le niveau d'adéquation du financement et du transfert de technologie est beaucoup moins élevé que ce qui est nécessaire si nous voulons véritablement prendre des mesures au niveau planétaire. Voilà le défi qu'il nous faut relever. Dans le cadre de ce développement portant sur le développement durable et le changement climatique, on peut également analyser les choses sous l'angle de la biodiversité, sous l'angle de la raréfaction des sources d'eau, qui est également un problème grave, tout aussi grave que le changement climatique, tout particulièrement pour les gens qui vivent sur le terrain au niveau local. Le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que depuis 1992 à Rio, moi j'étais là-bas à Rio, et c'est vrai que c'était un moment exaltant où les leaders du monde entier et les organisations de la société civile se sont assises autour de la table pour dire nous avons besoin d'un monde nouveau, un monde qui repose sur l'équité, la protection de l'environnement et le besoin d'un autre développement. Mais en 94-95 est survenu un nouveau paradigme. Ce n'était pas le paradigme de la coopération internationale tel que celui de Rio, c'était le paradigme qui veut que chaque pays défend son précaré et qui dit que si vous ne gagnez pas, vous perdez. Et il y a eu l'accord de Marrakech de l'OMC. L'OMC a vu le jour, c'est un véhicule qui a propagé la mondialisation. La mondialisation a de bonnes choses, je ne suis pas contre la mondialisation, mais un type de mondialisation qui repose sur le fait que vous êtes en concurrence les uns avec les autres et que si vous perdez, vous mourrez. Non, désolé, mais ce n'est pas le genre de paradigme que je veux, ce n'est pas celui que nous avons déclaré vouloir mettre en place à Rio en 92. Après la création de l'OMC, l'intention était d'élargir ce modèle compétitif de l'OMC dans d'autres domaines tels que l'investissement, la concurrence, les dépenses publiques, etc. etc. Fort heureusement, à cause de la société civile, cela n'est pas arrivé au niveau de l'OMC. Et donc maintenant, les plus gros pays ont eu recours à d'autres véhicules que l'OMC, notamment les accords de libre-échange, les ALE, ainsi que les traités d'investissement bilatéraux, afin d'assurer la promotion de ces mêmes thèmes qui en portant sur les biens, les services, les investissements, afin de resserrer également les droits de propriété intellectuelle qui ont un impact sur notre droit à la santé, notre droit au savoir, à la connaissance. Et donc voilà, le paradigme veut que si vous n'êtes pas en concurrence sur base du modèle du profit maximum et du moindre coût afin de pouvoir survivre, eh bien si vous suivez ce paradigme, vous ne pouvez pas tenir compte de l'environnement parce que si vous voulez vous occuper de l'environnement, eh bien les coûts vont augmenter. Et l'accord de Marrakech de 95 de l'OMC, plus les accords et les accords de libre-échange encore plus terribles qui ont suivi, ont véritablement sapé et même détruit le modèle de coopération de 92 reposant sur les 3 piliers, l'environnement, le développement économique, le développement
développement social et le principe de la coopération internationale qui veut que le plus fort va aider le plus faible et va reconnaître qu'il y va de sa responsabilité de venir en aide aux faibles. Les forts disent « Nous ne sommes pas forts, vous n'êtes pas faibles, nous sommes égaux, nous sommes sur un pied d'égalité. Les forts et les faibles doivent être traités comme égaux. » Et le problème, c'est que malheureusement, maintenant, ceux qui pâtissent, ce sont les faibles. Et donc, il est important de savoir que je ne suis pas contre la concurrence, mais vraiment, ce genre de concurrence où les forts peuvent se permettre d'exercer un monopole et en vertu de ce monopole peuvent engranger des profits au détriment d'autres, désolé, mais ça, véritablement, c'est une bataille stratégique qu'il nous faut battre. Et malheureusement, la première des victimes, c'est l'environnement, avec bien sûr les êtres humains, les hommes et les femmes. Je sais qu'en Europe, vous êtes maintenant obnubilés par le TTIP, car les États-Unis sont un partenaire incontournable qui peut vous faire du bien ou du tort. Tout dépend de comment les choses vont se passer du point de vue du partenariat transatlantique. Le TTIP n'a rien à voir avec le commerce. Le TTIP, c'est la propriété intellectuelle, les investissements, la réglementation et le style de vie, la manière de vivre que nous voulons. Mais l'Europe, en traitant avec les pays plus faibles, tels que les pays africains, je sais que pour le moment, il y a des accords de partenariat économique qui sont sur le point d'être signés. Et les pays africains résistent. Ils n'aiment pas trop ces accords de partenariat économique, mais ces accords leur sont imposés par la Commission européenne, par le biais de la DG Trade. Les pays africains sont forcés d'ouvrir leur marché avec zéro contingent tarifaire et sont également forcés à devoir intégrer les différents chapitres sur les dépenses publiques, etc., qui vont entraîner une distorsion de l'économie parce que l'économie est beaucoup trop faible que pour entrer en concurrence avec l'économie européenne. Et ensuite, les Américains vont faire exactement la même chose, les Japonais, les Chinois vont leur embrayer le pas et ce sera là la fin de l'Afrique. Et donc voilà, nous sommes en présence de ces deux paradigmes qui sont en concurrence l'un avec l'autre. Et voilà la bataille à laquelle nous nous livrons et à laquelle nous devrons nous livrer dans les 20 prochaines années. Il y va du sort de l'humanité. Il est important de pouvoir gérer au mieux la crise du changement climatique. C'est là le défi que je vous propose de relever, que je me propose, moi, de relever, car c'est une bataille dans laquelle je me suis engagée pendant 20-30 années. Les batailles se sont succédées l'une après l'autre et j'espère qu'ensemble, eh bien, nous parviendrons à ce que nous avons fait hier soir, que j'ai beaucoup aimé, une véritable transition vers un véritable développement durable au niveau national et au niveau planétaire. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Martin, for this. Merci beaucoup, Martin, pour cet exposé qui est une source d'inspiration. Il nous reste maintenant 10 minutes pour prendre quelques questions. Il y a 2 micro-baladeurs. J'aimerais savoir qui aimerait poser une question. En voilà une, première. Y a-t-il une autre question? Je peux demander peut-être d'amener déjà le micro. Et je voudrais déjà repérer la prochaine personne qui veut poser une question. Voilà, j'en ai une deuxième. Donc la première question, c'est Michel Samac. One, two. Yeah. Thank you very much also for this. Merci beaucoup pour cet exposé. Je voudrais revenir brièvement sur la dernière partie de cet exposé qui concerne le commerce, les accords commerciaux. Pour beaucoup de gens avec lesquels je travaille pour une ONG qui s'appelle CNCD 1111 et nous travaillons sur différents accords, notamment le TTIP. Pour beaucoup de gens de mon secteur, le mot développement durable correspond à un titre d'un chapitre du TTIP que la Commission européenne veut inclure et qui aura des références vers les normes environnementales, les normes de travail, mais qui ne servira à rien parce qu'il ne sera pas contraignant alors que le reste de l'accord
ce sont des règles de commerce et d'investissement qui sont des règles contraignantes et qui doivent faire l'objet également de mécanismes de litige. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un copyright sur le mot développement durable de manière à ce qu'on l'utilise de manière judicieuse et qu'il ne soit pas utilisé à tort et à travers par la Commission européenne ou par des entreprises à des fins diverses et variées? Et ma question est donc de savoir à quoi devrait ressembler une politique commerciale qui serait au service du développement durable et des droits de l'homme. Que pensez-vous, par exemple, d'une diligence raisonnable qui serait contraignante, telle que la régulation qui est actuellement développée sur les minerais de conflit en Europe, par exemple, ou un traité contraignant sur les entreprises et les droits de l'homme? Oui, je voudrais... Et Martin va combiner les réponses aux deux questions. And I'd like to see if there are other questions as well. There's a third question there. Would there be a fourth question somewhere? Aussi une quatrième question. The second question will be over there. Alors la deuxième question c'est là-bas, la troisième ici. Est-ce qu'il y a une quatrième question? La quatrième, ce sera la dernière. Non, la troisième sera la dernière. Alors, ok. No, that's your third question. Over there. Non, non. Vous êtes en troisième, la deuxième. Monsieur Corr est vraiment très inspirant et en l'écoutant, j'avais envie de faire une proposition. Je ne sais pas si elle a déjà été faite lors de ces grands meetings, notamment donc le prochain à Paris. Est-ce que quelque part on ne pourrait pas organiser au niveau des Nations Unies une espèce de grande caisse, de grande assurance où tous les pays cotiseraient en fonction de leur produit national brut, en fonction de leur richesse, où ils cotiseraient pour indemniser tous ces dégâts climatiques causés par les changements climatiques et qui finalement permettraient aux pays qui sont en voie de développement de pouvoir se consacrer mieux à cette croissance verte et à améliorer leur situation. Je crois que c'est vraiment une manière, je dis, de faire quelque chose de socialement juste dans le monde. Et là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été proposé. Je voudrais savoir si cette piste a déjà été évoquée. Merci. Merci. On va prendre la troisième et dernière question. Et si la question est brève, les réponses alors pourront être étendues dans les 5 minutes qui restent. Oui, Jean-Philippe. Jean-Philippe Cornelis. Partout, on entend que le problème, c'est le manque d'argent. On n'a plus d'argent. Mais plus tard, est-ce qu'on va raconter à nos petits-enfants que, voilà, on n'avait plus d'argent pour sauver la planète? C'est vraiment un problème stupide. Quand on voit que Mario Draghi fait des milliards propose des milliards pour un type de croissance dont nous ne voulons pas, est-ce qu'on ne pourrait pas s'engager à dire, mais utilisons plutôt cet argent à des fins de transition? Partout, vous savez que la Banque mondiale, on pourrait utiliser, si la Banque mondiale pouvait utiliser cet argent pour la transition, ce serait une bonne décision. Bien, merci. Martin, vous avez 5 minutes pour répondre aux 3 questions. Et puis, on va donner la parole à l'intervenant suivant, Raja Gopal. Oui, c'est vrai que la politique commerciale, c'est un domaine tout à fait exaltant. On est en plein dedans, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe, la société civile européenne, essaye de voir pour l'instant comment le TTIP, avec les États-Unis comme partie prenante, peut porter préjudice à l'Europe proprement dite, avec des nouvelles réglementations normalisées. Les États-Unis disent par exemple qu'il ne faut pas réguler les cultures ou les productions OGM. Et donc, c'est vraiment un grand combat qui va être mené, je le comprends. Et puis, vous avez également toute une lutte autour de la propriété intellectuelle, autour de l'accord d'investissement, dans lequel maintenant les entreprises peuvent traîner les États devant les tribunaux, devant les cours internationales pour des questions environnementales ou commerciales lorsqu'il y a des conflits d'intérêts. Et donc, c'est le cas des grandes entreprises. Par exemple, en Allemagne, lorsque le gouvernement de Merkel a fait 2 choses après Fukushima, la tragédie de Fukushima,
Ils ont resserré le contrôle des émissions dans les entreprises parce qu'il y avait des obligations en matière de changement climatique. Et donc, ce gouvernement, maintenant, est poursuivi. On lui exige des milliards d'entreprises parce que les entreprises disent oui, vous avez le droit de mener cette politique, mais si mes futurs bénéfices vont être affectés pendant les 20 prochaines années, j'ai le droit également de demander une compensation. Et c'est d'ailleurs ce que les tribunaux ont reconnu. Donc, lorsque vous avez un accord qui promeut les droits des entreprises pour empêcher les gouvernements de prendre des mesures sociales et environnementales, et qu'en plus vous avez un chapitre qui s'intitule Développement durable pour que tout le monde puisse signer l'accord, en fait, c'est simplement pour dire aux ONG ou faire croire aux ONG que les gouvernements sont sérieux par rapport à cette question, mais ce n'est pas le cas. En fait, parce qu'il y a une annexe au traité qui dit qu'en fait, la protection qui vous est donnée dans le corps du texte, elle ne vaut rien. Donc, les accords que l'Union européenne signe avec les pays en développement portent également préjudice à ces derniers. Donc, c'est vrai que l'Union européenne signe l'équivalent d'un TTIP avec l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, qui portent préjudice à ces pays. Alors, où est-ce que ça nous mène? Alors, il faut que la société civile, les scientifiques examinent ce que l'Union européenne fait en leur nom par rapport aux pays en développement. Pour ce qui est de l'assurance, il y a pas mal de pays en développement qui ont soumis cette proposition d'avoir un système d'assurance pour compenser les pertes. Ça fait partie des négociations. Pour l'instant, on n'est nulle part, mais j'espère que dans l'avenir, on arrivera à quelque chose. Mais au-delà d'un système d'assurance, nous devrions mettre en place un fonds pour les catastrophes, la gestion des catastrophes plus précisément, et pour les pertes et préjudices subis par un pays. Et pas attendre que la catastrophe ait eu lieu pour commencer à lever des fonds pour venir en aide à ce pays. Parce que quand la catastrophe survient, on n'a pas d'argent pendant les premières 72 heures. Donc il faut mettre en place un mécanisme qui permet de mettre directement de l'argent à disposition des pays. Et donc, ça, vous savez, généralement, pour mettre en place un programme, ça prend des années, alors que les gens, ils meurent dans les premières 72 heures. Donc, il faut vraiment que les choses se fassent dans les premières 72 heures. Et puis après, on passe à la phase de réhabilitation, reconstruction des immeubles, etc., etc. Enfin, le manque d'argent. Vous avez raison, c'est vrai qu'on n'est pas en manque d'argent. J'ai lu quelque part que les 25 principaux gestionnaires de fonds spéculatifs géraient 25 milliards de dollars. Donc il faut tout d'abord éviter qu'il y ait ce genre d'inégalité, ça c'est la première chose. Et puis, quand il y a de toute façon des inégalités, il faut que l'imposition, la taxation permette de rééquilibrer les choses de manière à ce que la société soit plus équitable et que le monde soit plus équitable. Donc ce n'est pas un problème de manque d'argent, c'est un problème de répartition de l'argent et de la façon de répartition des richesses. En fait, nous ne demandons pas l'égalité totale, on reconnaît qu'il y a des différences, mais on peut prendre des mesures afin de réduire les sources d'inégalité et aussi pour mieux redistribuer les richesses lorsqu'il y a des inégalités. Et ça doit se faire au niveau mondial, entre les pays, et aussi au plan national, au sein même de chaque pays. C'est un problème très important qui, s'il n'est pas abordé, va conduire à la désintégration sociale et fera aussi que nous ne serons pas en mesure de résoudre la crise environnementale. Merci beaucoup.